compris les enjeux. Voilà, donc n'hésitez pas à diffuser. On a, à mon avis, les pétitions, les manifs, c'est plus trop ce qui marche, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé ce qui marche. Faire contre-pouvoir à une décision qui s'accélère contre la psychanalyse, mais on peut quand même, alors il y a tout un tas de gens qui sont en train de se mobiliser, mais là c'est un peu inquiétant et un peu rapide dans ce qui s'annonce. Donc n'hésitez pas à continuer à diffuser, à en discuter autour de vous. On me dit quand vous êtes prêts, et concentrés. Vous êtes là, oui. Vous, oui, mais les autres. Oui. C'est bon? Vous êtes prêts, concentrés? Allez, une petite heure. Donc, une question de votre collègue, la différence entre le traitement bifocal et multifocal. Alors, est-ce que quelqu'un se souvient de la question traitement bifocal? Qu'est-ce que ça veut dire en gros? Le traitement bifocal, Racamier. Silence un peu angoissant pour la suite. Il n'y a rien qui s'inscrit. Rien de rien. Bon, traitement bifocal, vous vous souvenez, c'est une notion qui a été proposée par Paul-Claude Racamier, donc qui fait partie des psychanalystes, alors lui plutôt d'un courant freudien, à avoir œuvré pour permettre la prise en compte, on va dire, en tout cas l'usage de la méthodologie ou l'épistémologie psychanalytique en institution. Et le traitement bifocal, dans l'idée de Racamier, c'était de proposer deux modalités de soins conjointes aux patients psychotiques, l'une plus de nature du côté des soins psychothérapeutiques, et l'autre avec, vous savez, toute la question de la sphère somato-sociale, de la prise en charge, donc être attentif à ce qu'un patient psychotique ait accès aux soins, quand il a des troubles somatiques, qu'il ait aussi accès à un logement, à une couverture sociale, toute cette dimension d'accompagnement, et puis un aspect plus centré sur une psychothérapie, en tout cas une psychothérapie évidemment adaptée à la psychose. Ça, c'est un des aspects du traitement bifocal. On peut aussi l'entendre dans la différence entre prise en charge avec le psychiatre et prise en charge avec un psychanalyste. C'est un autre aspect du traitement bifocal. C'est-à-dire le fait qu'il y ait deux intervenants dans la prise en charge, l'un qui va plus se focaliser sur les prescriptions médicamenteuses et l'autre qui va plus assurer un accompagnement du côté de la parole, pour le dire vite. Les traitements multifocaux qui sont arrivés par la suite, c'est simplement de démultiplier les prises en charge, soutenues par l'idée que la nature du transfert est différente dans la psychose et dans la névrose, et que dans la psychose, on a affaire à un transfert qu'on appelle diffracté. Diffracté, c'est-à-dire que, contrairement à la névrose, où le sujet transfère sur un soignant, un psychanalyste ou un psychothérapeute, l'essentiel du transfert, parce qu'il peut le percevoir comme objet total. Dans la psychose, il y a une problématique du côté du morcellement, donc le transfert va être diffracté ou éclaté en petits fragments sur différents objets de l'environnement, qu'il s'agisse d'ailleurs d'objets animés, vivants, de soignants, ou d'objets inanimés. C'est-à-dire un patient psychotique peut transférer sur une plante ou sur un objet. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. D'où aussi les travaux, alors beaucoup qui reviennent un peu d'ailleurs au bout du jour. Je pense à Roy Searle qui a écrit un livre qui s'appelle « L'environnement non humain », c'est-à-dire ne pas perdre de vue
que la question du non-humain peut être utile pour travailler avec certaines pathologies. Le non-humain, ça peut être le végétal, ça peut être les objets. Et là, je vous renvoie au livre très récent de Dominique Mazéas et Marie Desson, À l'écoute du subtil, qui est paru l'année dernière, qui est un excellent petit ouvrage qui parle notamment de la question, dans le travail avec des enfants psychotiques sans langage, de comment on peut travailler avec l'environnement non humain. Et elle se réfère à des artistes, notamment des danseurs, des artistes, pour montrer finalement comment l'écoute du clinicien est modifiée, ce que ça fait au clinicien, par exemple, de travailler avec des patients hors langage. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc voilà, multifocal, c'est plusieurs intervenants. Alors je ne sais plus du coup, on s'est arrêté, il faut me rappeler. On avait vu les concepts de projection scissionnelle, vous vous souvenez de ça? Oui, à Camier, projection scissionnelle, c'est à peu près clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce qu'on a vu? Ça va? Phénomène de résonance sociopathique. Oui. Vous avez dit que dans le traitement multifocal, il y a une prise en charge avec un psychanalyste et quoi d'autre? Et un psychiatre. Un psychiatre, psychothérapeute. Ça existe encore dans le secteur. C'est-à-dire, par exemple, quand un patient arrive en CRP, s'il a besoin d'un traitement médicamenteux, il va souvent y avoir des rendez-vous avec le psychiatre pour gérer le traitement, et puis des rendez-vous plus réguliers, des séances de psychothérapie. Donc c'est quand il y a 2 intervenants dans la prise en charge. Multifocal, c'est quand il y a plusieurs intervenants. Alors évidemment, plusieurs intervenants, on pense tout de suite à l'institution. Il peut y avoir plusieurs soignants, une équipe, avec des médecins, des infirmiers, des psychologues, assistantes sociales, etc. Alors, phénomène de résonance sociopathique, vous vous souvenez un peu de ce mécanisme? Ça veut dire quoi? Allez, quelqu'un peut se lancer? Ça veut dire quoi, les phénomènes de résonance sociopathique? Non? Rien? Vous vous souvenez de l'idée, c'est que les défenses psychotiques ont tendance à se répercuter sur l'équipe. L'équipe va se mettre à fonctionner de manière psychotique, pour le dire vite. C'est ça la résonance sociopathique. C'est-à-dire qu'il y a des effets comme ça, presque en miroir, qui fait que, imaginons une équipe soignante composée d'un ensemble d'individus, on va dire névrosés, plus ou moins, eh bien, cette équipe-là peut se mettre à fonctionner sur un mode psychotique avec des défenses psychotiques au contact des patients. Les défenses psychotiques, qu'est-ce que c'est? Qui peut me dire les grandes défenses dans la psychose, ça va être quoi? Oui, projection, effectivement. La projection qui n'est pas de la même nature que la projection dans la névrose. Je ne sais pas si vous arrivez à différencier les deux. Projection dans la psychose, dans la névrose. Le petit Hans, vous avez lu, non? Ou on peut dire comme ça en langage courant, arrête du projet. Projeter, c'est mettre à l'extérieur des choses qui nous déplaisent, on n'arrive pas à suivre. Donc projeter sur quelqu'un, si on dit à quelqu'un t'es hyper jaloux, etc., en fait, on est jaloux soi-même, on va projeter sur l'autre des choses qui nous déplaisent. Mais c'est pris dans la névrose, c'est pris dans un système de représentation et de scénario fantasmatique. Des histoires entre des personnages, avec des histoires d'amour, d'agressivité, de jalousie, de rivalité, etc. Dans la psychose, c'est pas scénarisé, il n'y a pas une scène qui est projetée, ce sont des éléments bruts, comme par exemple dans la paranoïa. Dans la paranoïa, la projection, les contenus sont beaucoup plus massifs et la charge émotionnelle engagée est beaucoup plus massive, beaucoup moins liée. Alors clivage, vous vous souvenez, clivage fonctionnel, il y a le clivage du moi ou le clivage des objets. Chez Mélanie Klein, c'est cliver entre bon et mauvais. C'est une défense qui constitue à simplifier le monde finalement. Il y aurait d'un côté les gentils et de l'autre les méchants.
Ça donne une lecture plus simple et plus rassurante du monde, mais beaucoup plus, modifiée de la réalité. Donc, plus les défenses sont archaïques, plus le rapport à la réalité est déformé. Plus les défenses sont souples et variées, plus le rapport à la réalité va être juste, préservé. Tout le monde est d'accord sur le fait que dans la vie, il n'y a pas des gentils et des méchants. Ça vaut pour les contes pour enfants de 3 ans. Évidemment, après, on apprend à repérer qu'il y a surtout beaucoup d'ambivalence et une dualité pulsionnelle qui est au cœur de chaque individu et au cœur du social. La personne la plus gentille soit-elle est aussi aux prises avec des émotions hostiles extrêmement fortes. Donc, maintenir une vision du monde clivée, c'est évidemment dangereux, puisque dans ce cas-là, c'est plus facile de supposer un ennemi à détruire, le méchant. Oui. Il est modifié. Vous comprenez cette idée? Par exemple, dans le déni, l'utilisation du déni, c'est de ne pas prendre en compte un morceau de la réalité, ou une grande partie de la réalité. Donc, évidemment, à la place, il y a soit un trou, soit une néo-réalité. Le déni, alors en revanche, par exemple, le déni, il peut se rencontrer à certains moments dans la névrose. Dans quelle situation de la vie un individu névrotique qui a une palette de défense peut rencontrer le déni, peut utiliser le déni? Lors d'un deuil. Tout à fait. Voilà, dans le cas d'un deuil, je ne sais pas si vous avez déjà connu des deuils, quand on perd quelqu'un de proche, il y a assez naturellement dans les premiers temps un déni qui se met en place, une défense par déni, qui est par exemple, voilà, vous venez perdre quelqu'un de proche et dans les premiers jours, vous surprenez à vous dire mais qu'est-ce que je me raconte, il n'est pas mort, c'est impossible, elle n'est pas morte. Une espèce de moment où tout d'un coup, la violence de la réalité de la perte va être effacée par une défense qui change la réalité, qui la dénie, qui l'occulte. Et puis tout le travail de deuil va petit à petit permettre d'accepter une réalité aussi douloureuse soit-elle. Donc il peut y avoir par moment le recours au déni dans certaines situations particulières, et comme toute défense, ça vise à protéger la psyché de la souffrance, de la douleur morale, de l'angoisse. Dans certaines formes de psychose, le déni va finir par envahir l'organisation psychique du sujet, qui se trouve, pour une grande part, coupé de la réalité partageable. Alors, donc, ce qu'il faut retenir de l'approche de Rakami, mais pas seulement, c'est que dans tout ce courant de la thérapie institutionnelle, par rapport au courant psychiatrique précédent, on va passer d'une observation centrée sur le malade, ça c'est la psychiatrie classique, à une observation plus globale, avec une prise en compte de l'environnement. Vous voyez, ça c'est assez essentiel, puisque dans l'approche analytique, qu'elle soit individuelle, groupale ou institutionnelle, l'idée c'est toujours d'observer et d'écouter un environnement dans lequel on est pris soi-même. C'est donc la question du transfert, du contre-transfert. C'est-à-dire quand on observe un patient ou une situation, on ne va pas observer qu'un malade, on observe les interactions de ce patient avec l'équipe et avec soi-même, ce que nous fait le patient, ce que ça nous fait de parler avec ce patient, d'être en contact avec ce patient, etc. Et ce que ça fait à l'équipe. Avec l'idée que ça peut nous donner des indications, par exemple, sur évidemment le fonctionnement du patient, mais sur aussi peut-être l'environnement dans lequel il a grandi. Puisqu'il y a toujours cette idée qu'il y a des petits fragments transférés de quelque chose du passé d'un patient qu'il a intériorisé plus ou moins bien, mais moins c'est intériorisé, moins c'est élaboré, plus ça va faire retour dans l'actualité, dans le présent. Donc, il y a une attention très importante accordée à l'environnement du soin et aux contre-attitudes et contre-transferts des différents protagonistes de l'équipe, avec l'idée que seule la mise en commun permanente
va permettre qu'une pensée clinique se maintienne dans ces lieux de soins. Alors autant vous dire qu'avec la disparition de la référence à la psychanalyse, les institutions vont souffrir de plus en plus. On peut même les fermer, parce qu'il y a une façon d'éviter la souffrance. Les fermer et ce qui risque de se passer, c'est-à-dire créer des centres experts où les patients sont expertisés, testés de tous les côtés et ensuite renvoyés chez eux. Alors, donc l'axe central, c'est bien la prise en charge, la prise en compte de l'interaction dynamique entre l'organisation psychotique d'un sujet et les organisations institutionnelles. Oui. Oui, d'accord. Prise en compte donc, de l'interaction dynamique entre l'organisation psychotique d'un sujet et les organisations institutionnelles voire sociétales avec l'idée qu'il ne faut pas oublier que, pour Rakami en tout cas, la maladie mentale est un fait et l'institution psychiatrique une réponse à ce fait. Bon, quand il parle de organisation voire sociétale, il dit au risque de l'idéologie. Là, c'est un petit tacle à qui? Idéologie qui dit, ah non, c'est la société qui crée les malades mentaux. À ce moment-là, en 1970, ce qui est son divan, ça c'est de Rakami, quels sont les autres courants très, très présents? L'antipsychiatrie. Ça vous dit quelque chose? Tous les mouvements d'antipsychiatrie qui reposent plutôt sur l'idée que, effectivement, les malades, c'est peut-être nous, et pas les malades mentaux. Hein, c'est la société qui crée, en fait, la folie. Donc Rakami a une position plus mesurée en disant non, la maladie mentale existe. On ne peut pas la nier, on ne peut pas juste dire que la société crée des malades. En revanche, quand même, on peut se dire qu'en fonction de la société dans laquelle évolue un patient, il sera plus ou moins, peut-être, il y a par exemple, on voit l'évolution des dépressions, de formes comme ça, de symptômes, d'anxiété, etc. Mais il rappelle quand même qu'il y a aussi, pour une part, quelque chose qui échappe à toute causalité. On ne comprend pas bien la psychose, on ne sait pas d'où ça vient, on ne connaît pas son origine. Donc plus l'institution sera liante, dans le sens de faire des liens, élargie et mouvante. Donc mouvante, c'est-à-dire quoi? Le mouvement, c'est d'abord le mouvement de la pensée, c'est une pensée au travail. Plus elle sera apte à endiguer le processus de déliaison psychotique. Vous vous souvenez, les symptômes majeurs de la psychose, c'est la déliaison, c'est-à-dire la pensée empêchée, l'immobilisme, c'est-à-dire la tendance à l'inertie, la pulsion de mort si on veut, et la dissociation. Alors, donc, oui. Donc plus l'institution va être liante, va permettre, va favoriser les espaces pour penser et parler, plus elle va être liante, mouvante et élargie, plus elle sera apte à endiguer les processus de déliaison psychotique. Aussi de l'immobilisme dans la psychose, la tendance à l'immobilisme et la dissociation. Alors, Rakami a une position un peu différente de Jean-Henri. Vous vous souvenez, il y avait cette espèce de deux grands courants qui se sont dessinés après-guerre. Le courant de Jean-Henri, un courant un peu plus lacanien, avec l'idée que tout est langage, tout est signifiant. Et puis Rakami, qui était peut-être un courant plus freudien, qui avait l'idée qu'il fallait quand même maintenir un certain cadre de travail, des places et des rôles pour chacun, bien différenciés.
Et il était un peu critique sur l'idée que traiter l'institution suffirait à traiter les malades. Il avait une position plus critique. Il va reprendre les travaux de Lewin sur les 3 types d'organisation du commandement. Je vous les cite et puis après on peut discuter. Donc 3 types d'organisation dans les institutions et leurs effets sur les malades. Donc un style autoritaire qui limite, hein, ça c'est interdit, ça on n'a pas le droit, etc. On n'a pas le droit d'aller fumer une cigarette à telle heure, on n'a pas le droit de sortir de la chambre à telle heure. Hein. Un style laisser-faire, à l'inverse. Laisser faire. Et un style plus démocratique entre deux, où il y a des prises de décision, des échanges. Alors, si le style autoritaire prédomine en institution, pour Acanier, ça aura comme effet sur les patients de renforcer la régression de type catatonique. Alors, est-ce que vous visualisez à quoi ça peut ressembler? Une institution qui fonctionne sur un mode autoritaire et une régression catatonique des patients. Est-ce que vous arrivez à vous imaginer à quoi ça peut ressembler? Et quel est le lien entre les deux? Oui. Peut-être des patients figés qui prennent plus d'initiative, qui n'agissent plus. C'est ça, comme tétanisé par une espèce d'autorité qui empêche, qui interdit, etc. Donc, régression catatonique, effectivement, des patients qui bougent de moins en moins, qui sont de plus en plus repliés. Et à l'inverse, le style laisser-faire renforce, selon Acanier, les positions dépressives et intrusives. C'est-à-dire que là, à l'inverse, il n'y a aucun cadre, parce que chacun peut faire ce qu'il veut. Il y aura des effets dépressiogènes et intrusifs sur les patients. Et dans ces 2 cas extrêmes, les patients auront beaucoup plus de mal à exercer une responsabilité par rapport à eux-mêmes, leur maladie, etc. Et ça va laisser plus de place à la puissance des psychiatres dirigeants, au pouvoir des psychiatres sur les malades. Donc Rakami va insister sur l'interaction entre l'environnement, le patient. Oui. Alors comment on peut imaginer ça, effectivement? Comment on peut se représenter que si on laisse faire, s'il n'y a aucun cadre, etc. Ouais. Oui. Oui. Ça peut générer effectivement un sentiment d'abandon ou à l'inverse d'intrusion, c'est-à-dire l'impression qu'il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Donc il y a quelque chose effectivement qui peut être profondément insécurisant du point de vue d'un sujet psychotique, bien sûr. Alors après, je ne sais plus si c'est la fois qu'on en parlait, si on prend le modèle de l'éducation, un enfant qui grandit dans un milieu extrêmement sévère et un enfant qui grandit avec des parents très cool, qu'est-ce que ça peut donner ensuite dans la construction subjective d'un individu? Un enfant qui grandit avec des parents extrêmement cool, il n'y a pas vraiment de limite, il peut faire un peu ce qu'il veut. À l'âge adulte. Vous allez dire, des situations de danger pour l'âge adulte. Se mettre dans des situations de danger? Oui, mais à l'adolescence. Oui, et bien alors, précisément, on se rend compte que souvent c'est l'inverse qui se c'est-à-dire que les enfants vont se construire avec une dimension extrêmement rigide, avec un surmoi extrêmement fort. Ils vont se créer beaucoup d'interdits. Hein, c'est-à-dire à l'extrême, c'est-à-dire que les enfants de génération babatou vont choisir d'aller à l'armée. Vous voyez, comme si la carence du côté des limites
venait créer une sorte d'insécurité et venait renforcer paradoxalement un surmoi intérieur extrêmement fort. Donc ça c'est intéressant de voir effectivement qu'on n'est pas dans quelque chose d'une répétition linéaire. Alors ça reste au cas par cas, qui a ces effets-là, effectivement, de créer de l'insécurité, voire un sentiment d'abandon, qui va générer justement une sorte de construction d'un surmoi extrêmement puissant, hein, ou d'un besoin d'aller chercher des environnements extrêmement cadrants, quand ça manquait pour structurer dans l'enfance. Et à l'inverse, un enfant qui grandit dans un environnement extrêmement cadrant, avec beaucoup d'interdits, va éventuellement être plus facilement dans un désir de transgression. Alors ça c'est des caricatures, hein, c'est pas aussi... Alors, donc Racamier pointe, voilà, l'idée de l'interaction, c'est-à-dire effectivement ce que ça fait à l'institution, et en retour ce que l'institution risque de faire aux patients. L'idée justement de la projection scissionnelle, c'est-à-dire voilà, il y a presque en miroir, des effets de miroir. Et ce que dit Racamier, c'est qu'il y a une circulation quand même de grandes quantités d'énergie qui peuvent devenir pathologiques pour l'institution, mais à l'inverse, être utilisées pour un certain progrès si l'équipe permet aux patients d'avoir une marge d'autonomie, de responsabilité, de stimulation, de sollicitation, ce qui faisait défaut dans les asiles, hein, où les patients étaient complètement abandonnés à leur sort, on ne leur demandait rien. Oui. Alors, ce que dit Racamier, c'est que le patient et son environnement, le patient et le milieu interagissent en permanence. Soit dans un effet de miroir, ce qu'il appelle la projection scissionnelle ou la résonance sociopathique, c'est-à-dire qu'au contact des patients psychotiques, l'environnement peut fonctionner sur un mode psychotique, ou à l'inverse, si l'environnement est attentif à proposer en fait aux patients la possibilité de participer à la vie institutionnelle, d'avoir certaines sollicitations, d'agir, de faire, ce qu'on a vu dans les clubs thérapeutiques, par exemple. L'idée des clubs, c'est vraiment ça. Mettre les patients en position d'accomplir des choses, d'être responsables d'eux. Ça va avoir des effets, justement, sur l'environnement. Plus du côté du cercle vertueux, cette fois-ci. Donc encore une fois, l'institution peut accentuer le processus psychotique. Alors, Racamier parle d'hospitalose, sur le modèle, vous vous souvenez, de l'hospitalisme du nourrisson. Vous vous souvenez de ça, on avait vu? Qu'est-ce qui parle d'hospitalisme du nourrisson? Oui, tout à fait. Qui a observé des petits nourrissons en orphelinat, en pouponnière, livrés à eux-mêmes. On leur donnait à boire, on leur donnait à manger, on les habillait, on les changeait, mais ils finissaient par dépérir psychiquement, faute de contact humain et notamment de parole. Ils n'étaient jamais pris dans les bras, on ne s'adressait pas à eux, on ne leur parlait pas. Bon, ça c'est toute l'observation des nourrissons. Hein. C'est-à-dire qu'on voit qu'un nourrisson a besoin de bien plus que du lait et des soins. Il a besoin que, pendant qu'on le nourrisse, on lui parle, même si lui-même ne parle pas. Il a besoin d'un bon langage, ce qui a des effets sur sa croissance, même physiologique. Et chez ces patients schizophrènes, à qui personne jamais ne s'adressait, il y avait des effets d'accélération de la psychose, jusque parfois à la mort, avec des effets aussi physiologiques, incontinence, perte d'appétit, etc. On pourrait aussi transposer ça sur la question des environnements qui accueillent des personnes très âgées, avec des maladies neurodégénératives. Si on ne leur parle pas, ça accélère les effets de la dégénérescence. S'il n'y a aucune stimulation. Alors j'avais dit que j'avais entendu récemment des psychologues d'approche neuropsychologique, alors qu'il avait fait toute une recherche qui était financée d'ailleurs par un EHPAD pour installer des bornes musicales dans les EHPAD. Je trouve ça assez effrayant. Avec une recherche à l'appui qui montrait que la musique, ça faisait du bien aux personnes âgées.
qui n'avaient plus trop leur tête. Et donc il y a un côté un petit peu effrayant parce qu'on peut imaginer voilà, que ces EHPAD embauchent de moins en moins, mais à la place mettent des bornes musicales à côté de chaque patient. Donc voilà, ça fait partie des choses où il faut être extrêmement attentif, effectivement. Parce qu'on peut, avec une recherche, démontrer que la musique fait du bien aux personnes âgées. Après, quel usage on fait de cette information qui peut être documentée dans des revues scientifiques extrêmement réputées? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Alors, est-ce qu'on met un robot qui fait donner la musique? Ou est-ce qu'on se dit que tiens, on peut peut-être proposer des ateliers musique, passer des disques de l'école de ces personnes et puis être présent pour les écouter avec eux, éventuellement les commenter, voir ce que ça leur fait, etc. Vous voyez, donc ce sont des approches quand même très différentes d'un côté humaniste et de l'autre vraiment neuropsychologique, avec l'idée qu'une borne musicale peut-être aura des effets sur la reconnexion de certains neurones. Avec les mêmes données scientifiques, on peut faire les choses, les interpréter, disons, de façon très différente. Alors, on passe aux apports d'Oury. C'est celui qui permet justement des réunions d'équipe et une circulation de la parole. Alors, des réunions d'équipe, des réunions aussi soignants-soignés. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des prises de décision purement autoritaires, mais il y a quand même une prise en compte des avis des uns et des autres et une circulation de la parole dans l'institution. Sur le modèle de la démocratie. Alors, Jean Oury, donc, autre approche, qui garde, comme chez Racamier, le socle de la psychanalyse, mais une approche un petit peu différente. Alors, quelle est la définition pour Jean-Oury du transfert institutionnel? Bon, ne notez pas, écoutez d'abord, d'accord? Écoutez la définition, et puis je vous donnerai la référence si vous voulez la regarder. Je vous donne d'abord la référence de l'article « Psychothérapie institutionnelle, transfert et espace du dire ». C'est un article de l'information psychiatrique qui date de 1983, d'accord? Alors maintenant, fermez les yeux. Écoute flottante, maximale, détachez-vous des claviers. Donc, transfert institutionnel. Il s'agit d'élaborer une stratégie institutionnelle prenant pour but de décrypter les manifestations transférentielles propres aux psychotiques en institution. Si, dans la cure des névrosés, l'efficacité de l'analyse se mesure à la possibilité de lier et de délier une névrose de transfert, en ce qui concerne les patients psychotiques, il faut tenir compte, chez ces malades très régressés, de leur manière imparfaite d'accéder à la relation à l'autre. Gisela Panko pose le problème de la délimitation du corps chez le psychotique, ce qui amène qu'à partir d'une image de morcellement, le transfert du psychotique ne peut se produire que d'une manière éclatée, dissociée ou multiréférentielle. Ça va? Ça vous parle? Oui, c'est assez clair. Là, c'est simple, en tout cas, c'est assez clair. Donc là, le cœur, on va dire, de l'idée forte, c'est la nature du transfert. La différence de nature du transfert. Alors, délier ou lier une névrose de transfert, ça vous parle à peu près? Oui? Bon, pour ceux qui sont en analyse, ça doit être assez évident. Pour les autres, bon, prenez le temps de peut-être un jour vous ferez une analyse. Sinon, l'idée, c'est que le dispositif de la cure, tel que l'entend Freud, repose sur un paradoxe incroyable, c'est que finalement, le patient tombe malade, c'est un dispositif qui fait tomber malade, qui crée de la névrose, puisque le patient se met à vivre, ressentir, par rapport à son analyste, tout un tas de sentiments hostiles, d'amour, de haine, tout un tas de choses qui ne sont que la réactualisation de motions infantiles qui ne se sont jamais mises au passé, qui vont se réveiller, s'actualiser avec force dans le transfert, pour enfin pouvoir les dépasser. C'est-à-dire pour enfin pouvoir repérer ce qui appartient au passé, ce qui relève du présent
et éventuellement de l'avenir, du désir tourné vers le futur. Donc on appelle névrose de transfert, puisqu'effectivement, c'était pas l'idée de Freud au départ, il n'est pas prévu de créer un dispositif qui fasse tomber malade, mais finalement c'est ce qui va se passer. Donc une cure, c'est la cure analytique. Finalement, c'est faire tomber malade quelqu'un, enfin, il était déjà avant, mais en tout cas, c'est incarner cette maladie, on pourrait dire, pour pouvoir cette fois-ci s'en débarrasser, la dépasser, renoncer aux objets, si on veut, enfin, il y a plein de façons de dire. Alors que dans la psychose, on est dans toute autre chose, c'est-à-dire que du fait notamment du morcellement corporel, du fait qu'il n'y a pas cette unité narcissique, cette intégrité narcissique assurée, le transfert va se faire par petits fragments, par petits morceaux. Alors, dans la névrose, ce sont des morceaux d'infantile aussi, qui se baladent, qui s'actualisent dans des fragments d'infantile, ou d'excitation en venant de l'infantile. Dans la psychose, c'est plus des fragments qui ont à voir avec la structure même du sujet, son moi. Le moi psychotique est fragmenté, morcelé. Alors, on voit bien qu'il y a une référence à Gisela Pankow, qui a donc beaucoup travaillé sur la question du corps chez les patients schizophrènes. Vous pouvez lire L'homme et sa psychose, qui date de 1969, ou L'être là du schizophrène, 1980. Ces deux ouvrages sont de Gisela Pankow, P-A-N-K-O-W. Qu'est-ce que dit cette femme? Elle dit que la dissociation, ça indique la destruction de l'image du corps telle que les parties perdent leur lien avec le tout pour réapparaître dans le monde extérieur. Donc c'est pour elle cette absence de lien entre le dedans et le dehors qui caractérise la schizophrénie. Et elle a ces mots, elle dit « Il n'y a pas de chaîne d'association permettant de retrouver le lien entre les débris de tel monde détruit. » Les débris, elle parle de débris. Il n'y a pas de chaîne d'association. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans la logique associative comme dans la névrose, où ça me fait penser à, ou à partir d'un rêve ou d'un mot du patient, le patient peut dire « Ah tiens, en disant ça, ça me fait penser à... » Et surgit une autre idée, une autre représentation, un souvenir. Avec un patient psychotique schizophrène, jamais vous n'aurez ce genre d'échange. Ah, ça me fait penser à... Oui. Gisela Pankow, P-A-N-K-O-W, qui est une psychiatre qui a beaucoup travaillé avec des patients psychotiques, notamment des schizophrènes, et a beaucoup travaillé sur la question de l'image du corps. Donc, dans la psychose, effectivement, vous n'avez pas d'institution avec ces patients-là, vous n'aurez jamais ce genre d'échange. En revanche, ça va être à vous de soutenir une associativité qui tienne compte, par exemple, du non-humain. C'est-à-dire comment réussir, je ne sais pas, dans une salle avec des patients psychotiques, à repérer que, tiens, il y a une chaîne associative entre un certain geste d'un patient, la plante verte qui est posée sur la table, la musique qu'on entend au deuxième étage, vous voyez, le bruit du vent à l'extérieur. Alors on verra un peu dans le documentaire, à la moindre des choses, un peu quelque chose, mais comment il faut attraper des petits morceaux, avec des débris du monde, mais qui vont au-delà, bien au-delà du langage. Alors tout à l'heure c'était marrant parce qu'en TD avec les L3, on était en TD de... Non, avec les M2, pardon. On était en TD de supervision. Bon, c'est anonyme parce que normalement il ne faut pas que ça sorte de TD, bon, peu importe ce que c'est, code anonyme. Il y a un de nos collègues étudiants qui rapporte un psychodrame avec un patient psychotique, une séquence de psychodrame, où en fait le meneur de jeu, sur lequel il y a apparemment un transfert très fort, a été absent de façon imprévue. Il y a eu des vacances et ensuite il y a eu une absence imprévue. Or, c'est un homme qui n'est jamais absent.
et 7 jamais, justement parce qu'il suit des patients psychotiques. Et donc ce patient, il y a un effet direct au retour du meneur du jeu, la séance d'après. Il sert un patient psychotique de 13 ans, il s'est mis à... Il n'arrêtait pas de faire des sauts, de sauter, d'être complètement comme ça, débordé en fait, débordé par quelque chose. Et on discutait de comment on peut le penser, on fait quoi avec ça? Parce que l'étudiant disait que le patient avait complètement régressé, ça faisait ça au début de sa prise en charge, il ne le faisait plus du tout, et ces deux absences du meneur de jeu ont eu un effet. Et puis un autre collègue étudiant qui dit le meneur de jeu a sauté de séance. Et donc c'est un étudiant en études canadiennes. Et donc on pose la question, voilà, est-ce que ça peut avoir un sens, hein? Là on essaie d'attraper quelque chose qui relie un acte du patient, faire des bons comme ça de façon très angoissée, excitée, et puis l'événement. Voilà, ça fait partie des questions techniques en fonction de l'approche. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que ça aurait un sens de le nommer au patient? Quelqu'un peut dire, le meneur de jeu a sauté de séance, et voir est-ce que le patient a arrêté de sauter ou pas. Donc ça, c'est une approche plus lacanienne, c'est-à-dire coûte que coûte, on va chercher une quotidien signifiante qui se promène, qui se balade, et parfois véhiculée par le corps. Il y a d'autres approches. En tout cas, la question, c'est voilà, comment on attrape des fragments, sachant qu'on n'est pas du tout comme avec un patient névrosé, qui pourrait avoir une réaction d'abandon, une réaction de révolte, de l'absence de son thérapeute, en écho à un vécu infantile non traité. On est dans autre chose. Là, tout est fragmenté. Il faut une forme de créativité dans le fond, pour entendre et pour pouvoir rebondir. Ça, vous le verrez dans vos stages l'année prochaine. Donc, la personne psychotique a construit un rapport au monde pré-objectal, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'objet repéré comme entier différencié de soi, et donc ne peut pas transférer encore une fois sur un seul thérapeute. Donc, du coup, on va prendre l'institution comme tenant lieu d'objet de transfert. L'institution dans son entier, les membres de l'équipe, encore une fois, l'environnement non humain, etc. L'idée, c'est que l'institution, elle est comme mise à disposition pour le patient et qu'elle puisse révéler au patient une nouvelle possibilité de contact humain dans le fond. Pour les dire autrement, permettre au patient de trouver des modalités, de prendre plaisir à être avec d'autres ou à faire une activité, un plaisir qui soit en dehors du périmètre de sa négativité, de sa production délirante, totalement auto-centrée. Comme si on mettait à sa disposition dans l'environnement des objets animés, inanimés, etc., des activités, des propositions. On le verra très bien dans la moindre des choses autour de la pièce de théâtre. Mais ne jamais perdre de vue, on l'avait évoqué en introduction, qu'on peut quand même envisager une organisation psychotique comme une organisation défensive. Ce que disait entre autres Winnicott. Winnicott, je vous le cite, il dit « C'est une erreur de considérer la maladie psychotique comme un effondrement. C'est une organisation défensive dirigée contre une angoisse disséquante, primitive et généralement avec succès. » Ça, c'est dans la crainte de l'effondrement. Alors, je ne sais pas si ça fait encore partie des best-sellers pour vous, mais les dernières années, à partir du moment où ce livre a été traduit, la crainte de l'effondrement. Alors, je vous répète la phrase de Winnicott. Il dit « C'est une erreur de considérer la maladie psychotique comme un effondrement. C'est une organisation défensive, dirigée contre une angoisse disséquante, ça c'est la traduction de Brevinsky, une angoisse disséquante primitive et généralement avec succès. » C'est-à-dire c'est une organisation défensive qui permet, certes, qui maintient dans la psychose, mais qui évite pire que la psychose. Ça, c'est la position de Winnicott et d'autres. Freud aussi a cette position. C'est-à-dire la psychose comme organisation défensive. Ce qui veut dire, évidemment, qu'on ne bazarde pas les défenses de quelqu'un si on n'a rien à lui proposer à la place. Si on le laisse à nu face à des angoisses difficilement imaginables.
peur de l'effondrement, lisez-le si vous ne l'avez pas déjà lu, hein, c'est un livre assez fascinant. La thèse de Winnicott, c'est de dire, dans la peur de l'effondrement, certains patients qui disent je vais craquer, là, je sens que je vais m'effondre. Pour lui, c'est en fait la peur d'un effondrement qui a déjà lieu. On peut aussi l'entendre du côté de la démence. L'angoisse de quelque chose avec une confusion. En fait, l'angoisse de quelque chose qui a à voir avec le passé, non pas avec le futur. C'est quand même toujours la question de la temporalité. Toute maladie psychique, quelle que soit sa gravité, est en lien quand même avec la question de la temporalité. Une confusion des temps. Donc, mais en même temps, c'est aussi plein d'espoir. Quand on commence à se dire que finalement, ce qui nous fait peur, ça a déjà eu lieu. C'est pas à venir. C'est quelque chose qui appartient au passé, mais qu'on vit comme actuel. Donc tout le travail de la cure est censé permettre effectivement de remettre un peu d'ordre dans les temps. Alors, un autre aspect très présent, toujours dans les défenses psychotiques, l'identification projective. Alors ça, c'est Mélanie Klein qui l'a beaucoup étudié, valorisé, pensé. Je ne sais plus si on est déjà parlé, c'est très présent dans la psychose, c'est très difficile à repérer, vous sentez juste un malaise. Quand vous êtes en contact avec un patient qui a recours à l'identification projective, comme modalité défensive, il y a un effet de malaise. J'avais noté, ça remonte à quelques années, ça venait d'un étudiant en stage, un étudiant qui avait rapporté en supervision les propos d'un patient pendant son stage. Et l'étudiant dit par la supervision, en parlant du patient, il m'a dit que j'étais bien coiffée pour une fois, mais ça ne m'a pas vexée. Non, c'est le patient qui rapporte ça. Il m'a dit, en parlant d'un autre patient, il m'a dit que j'étais bien coiffée pour une fois, mais ça ne m'a pas vexée parce qu'il est toujours mal coiffé. Qu'est-ce que ça vous fait cette phrase? Ça fait bizarre. Hein, il y a quelque chose, il y a un truc bizarre dans la logique, non? C'est ça l'identification projective. C'est que vous avez envie de remettre de l'ordre sur c'est qui il, c'est qui elle, c'est qui est bien coiffé, qui a dit ça, mais c'est confus. C'est confus au niveau des places des uns et des autres. On ne sait pas qui est à quelle place. Donc l'identification projective, on voit bien, c'est qu'il y a les deux mouvements, identification et projection. Et donc ça crée un effet de confusion. Cliniquement, c'est effectivement, bon, on pourrait dire que c'est presque valeur diagnostique. Si vous êtes face à un patient, vous commencez à discuter, puis à un moment, vous sentez que ça devient confus. Ou alors vous ressentez une espèce de rage en vous, mais vous ne comprenez pas pourquoi. C'est une rage qui appartient au patient, mais qu'il a déposée en vous. Mais tout d'un coup, ça commence à vaciller. Vous n'êtes plus tout à fait sûr de ce que vous pensez, ce que le patient pense, ce qu'il ressent, ce que vous ressentez. Alors, si on veut sortir à la définition de Klein, Mélanie Klein, elle utilise le terme identification projective pour désigner un mécanisme qui se traduit, notez pas tout dans la référence, qui se traduit par des fantasmes où le sujet introduit sa propre personne en totalité ou en partie à l'intérieur de l'objet pour lui nuire, le posséder, le contrôler. Pour Klein, il s'agit d'une forme particulière d'identification qui établit le prototype d'une relation d'objet agressive. C'est un mécanisme de défense qui est en étroite relation avec la position schizoparanoïde. Vous vous souvenez? Est-ce que c'est la position schizoparanoïde? Les deux positions claniennes, position dépressive et schizoparanoïde. On en avait parlé maintenant. C'est trop, ça fait trop de concepts, c'est ça? Bon, peu importe, petit à petit vous allez vous familiariser. Donc la position qui consiste en une projection à l'intérieur du corps maternel de parties clivées de la propre personne du sujet, voire de celle-ci dans sa totalité. Bon bref, je ne vais pas vous embrouiller plus, mais l'idée c'est de contrôler l'autre, de léser, c'est-à-dire de s'introduire en lui pour le contrôler ou le léser. Donc ça donne cette impression extrêmement pénible d'être un peu dépossédé de soi finalement, parce qu'on ne sait plus trop qui est qui. Alors, autre concept issu là, des apports de Houry, facile, hein, constellation transférée. Comment il fait le patient pour entrer en nous et le contrôler? Eh bien,
dans l'exemple que je vous donnez, c'est un peu ça. C'est-à-dire que ça vous embrouille la tête. Il a une façon de parler, de s'adresser à vous, même de vous regarder, d'être en contact, qui vous rend confus. Comme si c'est vous qui étiez mal coiffé. Ben là, voilà, on ne comprend pas bien, en fait. Qui fait quoi, qui est quoi, effectivement, de qui il parle. Vous voyez? C'est-à-dire que accepter que théoriquement c'est très difficile à approcher, mais que cliniquement vous repérez, quand il se passe un truc bizarroïde, vous repérez, vous irez chercher dans les livres, vous direz ah oui c'est ça. Ça c'était bien. C'est-à-dire que la théorie, elle vient en après coup. Essayer de nommer un mécanisme ou quelque chose qui se passe dans la relation transférentielle qui est difficile à définir, oui, dans un premier temps. Donc, ce n'est qu'en faisant l'expérience sur le terrain clinique que vous pourrez petit à petit comprendre et vous dire après coup, ah oui, ça c'est l'identification positive sans doute. Mais j'avais gardé cet exemple parce que je le trouve assez parlant. Effectivement, si je vous relis la phrase, il m'a dit, un patient par un autre, il m'a dit que j'étais bien coiffée, pour une fois, ça ne m'a pas vexé parce qu'il est toujours mal coiffé. Vous voyez, on ne sait pas trop qui est coiffé, qui est mal ou bien coiffé, qui est qui. Vous voyez, c'est cette question un peu de confusion. Alors, après on s'arrête. La constellation transférentielle, bon, le concept comme simple, hein, c'est l'idée, effectivement. Il y a une constellation comme une constellation d'étoiles, hein, c'est-à-dire plein d'objets qui vont se proposer, en fait, à accueillir les transferts morcelés du patient psychotique. Et l'idée, c'est que, comme toute constellation, elle va se mettre au travail lors des réunions, avec l'idée que souvent pour la première fois, quelque chose va être rassemblé de ces fragments projetés du patient psychotique. L'idée, c'est pas seulement de recevoir ces fragments, mais de pouvoir les mettre en commun, les rassembler. Donc la constellation transférentielle, dans laquelle se trouvent rassemblés souvent pour la première fois les fragments projetés d'un sujet psychotique. Donc il ne s'agit pas de se réunir en gros pour raconter ce qui se passe ou l'objectif que l'équipe se réunisse en disant voilà ce qui s'est passé avec le patient, ah ben moi voilà ce qui s'est passé, etc. Mais de réunir tout ce qui a pu être objet d'investissement partiel, que ce soit les soignants qui sont investis de façon positive, les soignants qui sont plutôt perçus comme des objets persécutants, des objets inanimés, voilà, on essaie de mettre en commun tout ça pour essayer d'approcher, dans le fond, ce que peut être la réalité psychique de ce patient, sa réalité psychique projetée sur l'entourage. Bon, je vous laisse essayer de méditer. Je sais que c'est pas simple, mais prenez le temps à me dire. Est-ce que vous avez lu, par exemple, à quelle heure passe le train, le livre d'échange entre Ori? Non? Est-ce que vous avez lu le petit livre de Benet? Ouais. Il est bien, non? Voilà, il est clair. Et cet homme-là, je ne sais pas, mais c'est intéressant parce